C'est trop cool. Cet été, je pars faire 2 semaines de bénévolat dans les Pyrénées pour reconstruire un refuge de montagne. Ah, trop cool, chef. Trop sympa de ta part d'avoir le cœur sur la main comme ça. Ouais, t'as vu? Ça me ressemble pas. D'habitude, dans ma tête, c'est plutôt tout travail mérite salaire. Mais là, je sais pas, le projet, au grand air, ça m'a donné envie d'aider. Et puis, j'œuvre pour l'économie de notre pays. Attends, oh! Oui, c'est canon, mais pas sûr que ta petite main-d'œuvre gratuite, aussi efficace soit-elle, soit comptabilisée. Ah oui, en général, quand tu fais un truc bien et gratuit, déjà tu le cries pas sur tous les toits, sauf quand tu t'appelles Virgile, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas pris en compte dans la richesse produite par ton pays. What? Tu veux dire que je n'aurais pas contribué au PIB de la France? J'appelle et on arrête tout, les gars. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup? Toujours dans la mesure, Virgile. Oui, alors si vous parlez PIB, c'est fort intéressant, mais il y a pas mal de nuances à connaître. On est toujours preneur de tes explications. Alors déjà, qu'est-ce que le produit intérieur brut? Autrement dit, le PIB. C'est l'agrégat le plus connu de la comptabilité nationale, utilisé par tous comme indicateur de production de richesse et de l'activité économique d'un pays. Le produit intérieur brut permet de quantifier les richesses créées au cours d'une période donnée, généralement une année ou un trimestre, par les acteurs économiques, nationaux ou étrangers, présents sur le territoire. Ensuite, on a 3 façons de le calculer. On commence par la production. Le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées marchandes, c'est-à-dire produites par les entreprises, et non marchandes, c'est-à-dire créées par les administrations publiques et les associations. En deuxième, on a la méthode par la demande ou les dépenses. Là, on additionne les emplois finaux de biens et services, la consommation finale des ménages et des administrations publiques, plus la formation brute de capital fixe, FBCF, c'est-à-dire l'investissement des entreprises, des ménages, qui correspond aux achats immobiliers, et des administrations publiques, plus la variation des stocks des entreprises, plus le solde de la balance commerciale, à savoir la différence entre les exportations et les importations de biens et services. Enfin, la troisième méthode, par les revenus. Cette approche met en évidence la répartition de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de la richesse produite entre les salariés, les entreprises et l'État. Le PIB est alors mesuré comme la somme des revenus bruts des secteurs institutionnels, ce qui correspond à la rémunération des salariés, à l'excédent brut d'exploitation, EBE, soit la rémunération des entreprises, aux impôts sur la production et sur les importations nettes des subventions versées par les administrations publiques. Je dis bien, ce sont 3 façons différentes de calculer, mais à la fin, t'arrives au même résultat pour les 3 combinaisons. ah oui, c'est pas mal de le préciser, j'ai eu peur d'avoir le cerveau en feu là pendant 2 minutes. Et oui, l'autre point à savoir, c'est que le PIB est publié sous 2 formes, en valeur et en volume. Je m'explique. Lorsque le calcul se fait en additionnant des valeurs monétaires, donc en euros par exemple pour les pays de la zone euro, on parle de PIB en valeur ou de PIB nominal, mais il ne prend pas en compte la variation des prix entre 2 périodes. Par exemple, si le PIB nominal valait 100 € l'année dernière et 110 cette année, est-ce parce qu'on a produit 10 unités de plus pendant l'année N+1 ou bien parce qu'il y a eu de l'inflation entre ces 2 années alors que la production demeurait constante? Quand on regarde le PIB nominal, on ne peut pas le savoir. Donc pour permettre de distinguer ces 2 effets, la hausse des quantités produites et l'inflation, on corrige le PIB en valeur de l'impact de l'évolution des prix et on obtient le PIB en volume ou réel, qui est l'indicateur le plus pertinent pour rendre compte de la création de richesse et de la croissance économique d'un pays. Dans mon exemple très simple, s'il y a eu 5% d'inflation, la hausse du PIB nominal s'explique pour moitié par la hausse des prix et pour moitié par la hausse du PIB réel. Et moi, j'avais entendu parler du PIB par habitant en cours d'éco. C'est quoi exactement? Cela permet par exemple d'illustrer la répartition de la richesse mondiale. Le PIB par habitant est très utile pour évaluer le développement d'un pays. Mais il ne permet pas de mesurer la répartition et donc les inégalités de revenus dans une population. C'est pour ça qu'il faut calculer beaucoup d'indicateurs économiques pour avoir une vision complète. Mais revenons au PIB. Il est souvent utilisé comme dénominateur de référence. Cela facilite les interprétations et les comparaisons. Par exemple, dans le domaine des finances publiques, on parle souvent de ratio de dette publique sur PIB ou de taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire les impôts, les taxes et les cotisations sociales. Et si on utilise le PIB pour classer les pays, en 2023, la France se place au 7e rang mondial en termes de PIB en volume et au 25e rang pour le PIB par habitant. Pour votre info, en 2023, le podium du PIB en volume est détenu dans l'ordre par les États-Unis, la Chine et le Japon. Alors que pour le PIB par habitant, les lauréats sont des petits pays très riches comme le Luxembourg ou la Suisse. Ils dépassent mécaniquement les pays riches aussi, mais à plus grande population, comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis.
Oui, je vois pas comment on peut rivaliser avec eux. Mais après, c'est surtout la croissance économique du pays qui est importante à connaître. Bien sûr, et c'est un critère très très important. On la mesure en calculant le taux de croissance du PIB en volume, et elle a beaucoup évolué au cours du temps. Allez, un peu d'histoire. Avant 1820, et le développement exponentiel des économies lié à la révolution industrielle, on ne mesurait pas grand-chose. À partir de là, il est devenu nécessaire de mesurer et de comprendre les évolutions économiques, d'où la création de comptabilité, d'indicateurs de mesure et du PIB au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, on ne saurait plus s'en passer. Si on regarde l'histoire récente, on sait qu'en France et dans les pays occidentaux, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'au premier choc pétrolier en 1973, la croissance était assez dynamique, plus de 5% par an en moyenne, ce qui a donné l'appellation des 30 Glorieuses. Depuis, la croissance est nettement inférieure en moyenne et est marquée par plusieurs crises financières, Covid, conflits, etc. En France, depuis 2010, la croissance moyenne est de 1,2% par an. Elle a augmenté de 0,9 en 2023. Et si elle a été à 2,5 en 2022, c'est parce qu'elle avait lourdement chuté l'année précédente suite au Covid. Après, je comprends pas. La richesse d'un pays, ça ne se calcule pas juste sur les dépenses d'une population ou ses revenus. Il y a plein d'autres trucs à prendre en compte. Ah, mais complètement. Le PIB est un indicateur pertinent pour mesurer l'activité économique dans le cadre de la comptabilité nationale et pour faire des comparaisons internationales. Mais ce n'est pas un indicateur de bien-être, par exemple. Il ne prend pas en considération des facteurs qui sont devenus très importants pour nos sociétés. Le niveau de santé de la population d'un pays, son niveau d'éducation, sa qualité de vie, etc. Et on lui reproche aussi de mal mesurer toute l'activité économique, car il ne prend pas en compte les activités illicites, ou encore l'autoconsommation qui consiste par exemple à se nourrir grâce à la production de son propre potager sans passer par un service marchand. Il ne tient pas compte non plus d'activités pourtant utiles pour le développement de la société, comme le bénévolat ou les activités domestiques. Et pour finir, il ne prend pas en compte non plus les dégâts causés sur l'environnement par le cycle de production, la destruction de la biodiversité, notamment la disparition des espèces vivantes, la déforestation. Ah, je suis ravi de savoir qu'on peut contribuer au bien-être de son pays, même si c'est pas pris en compte dans le PIB. Eh oui, Virgile. On sait bien que tu fais tout ça pour la gloire, n'est-ce pas? Le PIB, produit intérieur brut, correspond à la somme des richesses créées par tous les acteurs économiques sur un territoire au cours d'une période donnée, une année ou un trimestre. 3 façons de calculer le PIB. Par la production, par les dépenses ou la demande, par les revenus. Le résultat ne change pas, seule la méthode diffère. L'indicateur le plus courant est le PIB en volume, ou réel, qui tient compte de la variation des prix. Le taux de croissance du PIB en volume permet de mesurer la croissance économique d'un pays. Toute l'activité économique d'un pays n'est pas prise en compte dans le PIB. Il ne tient pas compte de facettes plus marginales de l'économie, bénévolat, économie illicite, activité domestique, autoconsommation, etc. Le PIB est un indicateur pertinent pour mesurer et analyser beaucoup de questions économiques, mais ce n'est pas un indicateur de bien-être. Il ne tient pas compte du niveau d'éducation, de l'accès aux soins et de l'impact sur l'environnement des processus de production. Tu vois la diff? Ah ouais? Explique du coup.